C'est fait. Ok, merci. Bah écoutez, d'abord, vous connaissez le jeu technique, c'est-à-dire que on vous demande de couper vos micros de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Et évidemment, vous pourrez les rouvrir pendant le débat qui succédera. Donc, je vais essayer d'introduire très rapidement la soirée, hein. Vous avez tous reçu le flyer que nous avons envoyé. Donc, nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous Yolette Bracho, qui est donc chercheuse et enseignante, qui fait partie de notre mouvement. Elle était militante à Lyon et qui est également partie prenante de Rejoignons-nous. Elle a fait partie, c'est un peu grâce à elle que nous avons réussi à avoir une réaction unitaire dont on peut être très fier par rapport à ce qui s'est fait dans d'autres pays en France. Grâce à elle et à d'autres camarades chercheurs et militants, qui a eu un appel auquel a participé ensemble le lendemain des élections du 28 juillet et de la fraude, qui pour nous est absolument indiscutable, qui a permis la victoire, hein, mettez évidemment des guillemets à mes propos, de Nicolás Maduro au Venezuela, et que nous avons réussi à rassembler l'ensemble de la gauche, à l'exception malheureusement de l'AFI, qui n'a jamais répondu à nos demandes, enfin, ou qui n'a pas clairement répondu à nos demandes, et des camarades du PC qui eux, ont répondu, qui, il faut le souligner, ont fait un appel qui disaient à peu près la même chose que nous. Donc c'est dommage qu'ils n'aient pas signé avec nous. Mais sinon, c'est vrai que l'ensemble des forces que nous retrouvons d'habitude sur des problématiques qui, nous, ensemble, nous sont chères par rapport au sujet internationaliste, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Nicaragua, qui est une vieille bataille pour certains d'entre nous, on s'est retrouvés ces mêmes forces à dénoncer tout de suite ce qui venait de se passer au Venezuela, la répression qui s'est très rapidement mise en place avec je ne sais plus où on en est aujourd'hui, Yolette va nous le dire, hein. Quand on avait fait le texte d'invitation à cette réunion, on était à 2400 arrestations recensées, avec 700 détenus dans des prisons de haute sécurité, beaucoup de mineurs et de jeunes parmi eux, une trentaine de morts, entre 25 et 30 morts, plus de 200 personnes blessées, des mesures annoncées un peu à la nicaraguayenne ou à la russe d'annulation de passeports, de personnalités, de journalistes, d'opposants connus à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, hein. Ça nous rappelle très douloureusement les mesures qu'a prises Ortega l'an dernier, en faisant sortir des prisonniers en les privant de tous leurs droits et de leur nationalité. Depuis, le candidat d'opposition de la droite, Edmundo González, donc, qui avait remplacé María Corina Machado, menacé aussi, a dû quitter le pays et s'est exilé. Et les tentatives de médiation qu'avaient entamées la Colombie et le Pérou, pour l'instant, n'ont abouti à rien du tout. Donc on s'est dit que dans ce contexte, et pour voir surtout qu'est-ce qu'on peut continuer de faire, hein, ce sera la dernière partie de la réunion, on voulait voir avec Yolette et faire un point pour revenir un peu sur les raisons de cette crise, rappeler, parce qu'on le sait, mais de très loin et pas forcément. Moi, c'est vrai que dans les différents Zooms qu'il y a pu avoir depuis le 28 juillet, j'ai appris énormément de choses, hein. Je connaissais pas énormément le Venezuela, même si j'étais là-bas tout à fait par hasard et que j'avais écrit des choses pour le JDD tout à fait par hasard au moment de la mort de Chavez. Mais revenir sur ce qu'était le madurisme et sur ce qu'est le madurisme et quel rapport avec le chavisme qui, malgré tout, avait profité de la manne énergétique pour faire une série de réformes économiques et sociales. Et comment on en est aujourd'hui arrivé à ce régime fort, autoritaire, qui ressemble de plus en plus à ce que l'on connaît dans un pays comme le Nicaragua. Est-ce qu'il y a une opposition aujourd'hui qui commence à se structurer, une opposition de gauche, hein, évidemment, qui puisse représenter une alternative de gauche syndicale, politique, féministe, associative à Maduro. Donc, je vous propose que Violette, il va essayer de nous donner, va donner sûrement, hein, elle l'a fait déjà dans d'autres réunions, elle a énormément d'éléments par rapport à ça, que l'on fasse un échange après son introduction et que l'on termine un petit peu par voir ce que l'on peut faire côté solidarité. Parce que c'est ça qui est important pour nous, c'est de continuer à manifester et à alimenter un mouvement de solidarité à l'étranger. Donc d'abord la parole à Yolette et ensuite bah, vos interventions et vos questions et réponses. Je vous rappelle qu'il y a un chat sur le côté pour ceux qui souhaitent poser des questions et que vous pouvez évidemment prendre la parole après Yolette. Et donc merci Yolette pour avoir pris le temps ce soir d'être là avec nous et la parole est à toi. Bon, bah, merci Marianne pour cette introduction et à toutes et tous d'être là.
Et je suis d'ailleurs, contente aussi de voir, des personnes pressantes, avec qui, j'ai pu partager, des moments, des discussions, des moments de militantisme à Lyon. Donc merci les camarades d'être là et à tous les autres aussi que je connais par ailleurs. Hem, du coup, voilà, j'aimerais bien pouvoir parler des choses un peu plus joyeuses. Malheureusement, c'est pas le cas. Et en fait, du coup, voilà, je vais vous parler un peu, bon, déjà d'une position qui m'est particulière, c'est-à-dire, d'être, vénézuélienne, d'être chercheuse, hem, d'être, de gauche, mais qui a un regard, en fait, critique, vis-à-vis du chavisme, et aujourd'hui, pour le coup, de dénonciation, de l'autoritarisme de Maduro. Et aussi, je vous parle, à partir de l'expérience concrète d'avoir été donc au Venezuela pendant, le mois de juillet, donc c'est-à-dire, le mois, qui précédait les élections et du coup avoir été là-bas aussi pendant les élections elles-mêmes et heu ce qui m'a permis donc en fait d'avoir des échanges avec, les personnes, les réseaux qu'on peut considérer justement nos camarades sur place et les difficultés qu'ils sont en train d'affronter. Du coup, je vais passer peut-être, un peu sur, les questions, en fait, on va dire de contradiction, comme on a eu tendance à les appeler, même si je trouve que ce terme est complexe par rapport au gouvernement Chavez. J'irai ensuite vers un moment, plus détaillé sur, le tournant autoritaire, Maduro et comment il s'exprime en termes de répression sociale, politique et syndicale. Et après, je reviendrai donc à un moment plus précis sur le moment des élections présidentielles et hem et comment ça s'est déroulé finalement la dénonciation en fait de ce qui s'est passé, à ce moment-là. Du coup, une première chose donc, à voir, il me semble, c'est que, en fait on doit, comment dire? Observer, en fait, accueillir l'idée qu'en effet, l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez, en 1999 et lui en 1998, arrivé au pouvoir en 99, a été une source d'espoir, a été une source d'espoir, à la fois au Venezuela, mais aussi, ailleurs dans le monde. Ça a été une source d'espoir parce qu'en effet, d'abord, il y a eu un enjeu participatif. En fait, il y a eu un changement de constitution au Venezuela qui, a proposé que la démocratie vénézuélienne ou que la République vénézuélienne devienne une démocratie, dans laquelle c'est notamment la citoyenneté et l'appel à la participation de la citoyenneté qui allait être au cœur du coup de cette nouvelle République démocratique participative et protagoniste. Hem, Ensuite, parce que pendant cette période-là, on le sait aussi, il y a des systèmes de répartition de la rente pétrolière qui, en effet, est, finalement la ressource, économique la plus importante, de ce pays et à partir de l'installation d'un système, d'action publique, parallèle par le biais des misiones ou des missions ou des conseils communaux des communes, effectivement, il y a eu une forte répartition, de cette rente et finalement, Chavez est aussi, porteur d'une alternative politique qui s'est construit au nom d'un socialisme de 21e siècle ou pour ce 21e siècle, qui serait donc un nouveau socialisme pensé depuis l'Amérique latine et qui permettrait du coup, à partir de ce pays, mais aussi des alliances entre les pays de l'Amérique latine, d'aller à l'encontre de l'impérialisme états-unien, en fait, qui s'était donc évidemment imposé au 21e siècle, sur ces pays-là. Après, cet espoir est forcément en contraste avec, du coup, un ensemble de dynamiques, qui ont posé problème de toute façon depuis le début, c'est-à-dire, la reproduction et l'approfondissement du système extractiviste au Venezuela et en effet, on peut voir que l'économie vénézuélienne est passée de dépendre de à 70 des revenus pétroliers à 90 pendant, la période, Chavez, ce qui a rendu forcément le pays assez vulnérables, aux pressions, des marchés étrangers, chose qui a été vécue, par la suite. Pendant, les périodes Chavez, on commence à voir aussi une, certaine répression du monde du travail. En particulier, du coup, on voit la répression
des grèves et d'autres mobilisations des travailleurs, et surtout la création d'un syndicat unique qui est donc gagné au gouvernement et qui cherche, du coup, de certaine manière, à taire les voix dissidentes syndicales. Et enfin, on a aussi une certaine restriction de la pluralité politique à gauche, notamment par la création du Parti socialiste uni de Venezuela en 2006, qui devient du coup le parti de gouvernement et dans lequel, du coup, finalement, le chavisme essaye ou cherche en fait à rassembler finalement toutes les forces des gauches euh, déjà existantes au Venezuela. Et sur la question de la participation, en particulier, c'est vrai qu'il y en a donc un processus participatif qui s'élargit, mais qui s'élargit sur des bases en fait qui peuvent être aussi parfois discutées. Euh, on a une reproduction d'un modèle de conditionnement de l'accès aux biens et aux services publics des classes populaires. En gros, les classes populaires sont amenées à s'organiser et à participer pour accéder à des droits que d'autres populations obtiennent finalement parce qu'elles habitent dans des quartiers mieux lotis finalement dans l'accès à l'eau, dans l'accès à l'électricité. Et donc, en fait, d'une certaine manière, c'est comme si on demandait à des populations qui sont déjà dans le plus grand besoin et qui sont déjà dans des situations les plus complexes de faire des efforts citoyens encore plus importants pour accéder à des services et à des droits qui sont finalement donnés ou qui sont finalement euh, le quotidien d'autres populations qui sont du coup effectivement mieux loties dans la ville de Caracas, mais aussi partout dans le pays. Et en fait, cet appel à la participation, qui en effet renvoie quand même à une question de promotion finalement des voix populaires, qui propose en fait une sorte d'empowerment de peuple, est aussi un moyen de demander donc ce travail participatif qui de fait s'impose beaucoup sur les femmes. Ce sont notamment les femmes qui font le travail d'organisation des conseils communaux, des communes, des missions, ce qui rajoute du coup au travail de care que ces femmes sont déjà en train de faire de fait de leur rôle en fait, bon, bref, au sein du système patriarcal qui de fait se reproduit assez clairement dans le contexte vénézuélien. Euh, Finalement, en 2013, Maduro arrive au pouvoir à la suite de la mort de Hugo Chavez. Et bon, très évidemment, ce n'est pas facile de suivre, ou oui, oui, de suivre en fait la figure de Chavez, qui est une figure extrêmement donc charismatique, qui arrive à tenir ensemble différentes branches des gauches vénézuéliennes derrière ce projet de socialisme du XXIe siècle. Mais surtout, ce qu'on va voir en fait au fur et à mesure, c'est que si Chavez était déjà en fait, si le gouvernement Chavez était déjà traversé par des difficultés ou par des dynamiques qu'on pourrait critiquer sur le plan démocratique, le fait est que le gouvernement Maduro fait véritablement preuve de rejet des valeurs démocratiques que, de fait, le chavisme avait défendu dans ses débuts. Et très honnêtement, prenons en compte que là, quand je parle de démocratie, je parle pas tout simplement des valeurs de la démocratie libérale telle qu'on la connaît, en fait, et qui, pour le coup, on peut effectivement, en tant que militant de gauche, complètement critiquer. Mais c'est que finalement, il y a des actions de la part du gouvernement Maduro qui vont à l'encontre de cette démocratie populaire qui, d'une certaine manière, avait été quand même promue par les gouvernements Chavez. Et du coup, c'est dans ça qu'on voit émerger des formes de répression sociale, de répression syndicale, de répression politique. Un premier exemple que je trouve central sur la question de la répression sociale, c'est ce qui s'est passé entre 2015 et 2017. C'est ces opérations qu'on a appelées des opérations de libération de peuple. En fait, les opérations de libération de peuple, c'est la politique sécuritaire du gouvernement Maduro qui se met en place en principe pour faire la lutte contre les trafics de drogue et les trafics en fait bon d'armes, etc dans les quartiers populaires. Du coup, ces opérations de libération de peuple prennent la forme des rafles faites par les forces d'action spéciale FAES au Venezuela, du coup, qui s'attaquent directement aux quartiers populaires. Sauf que du coup, sous la consigne de la lutte contre l'insécurité, en 3 ans, ces forces de l'ordre vénézuéliennes, du coup, sont responsables des milliers
d'exécutions extrajudiciaires qui touchent notamment des hommes noirs, pauvres, des quartiers populaires, en fait, qui, finalement, sont les victimes principales de ces opérations de libération de peuple. En fait, finalement, si on va plus loin, on peut observer que, aujourd'hui, en fait, selon les chiffres officiels, en fait, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur vénézuélien, il y a 5 000 personnes qui meurent, par, les forces de l'ordre au Venezuela par an. Ce qui veut dire qu'il y a 15 personnes par jour qui sont tuées par les forces de l'ordre au Venezuela. Et en fait, on peut difficilement imaginer un contexte dans lequel, un gouvernement, qui se dit de gauche, finalement s'attaque. Imaginons qu'il y ait 5 000 personnes liées à des trafics, en fait, et à des questions, en fait, d'insécurité. Difficilement, on peut, justifier que ces personnes soient directement tuées et non pas simplement amenées à des procès équitables, éventuellement, s'ils sont véritablement des délinquants. Mais surtout, c'est vraiment une politique qui s'attaque, du coup, à ces populations, des quartiers populaires qui ont été historiquement les soutiens de chavisme. Ensuite, on a vu, des lois qui ont été, mises en place, hem, qui petit à petit permettent, en fait, de construire un système, tout un appareillage judiciaire qui permet, en fait, d'aller à l'encontre de toute personne considérée comme dissidente. On a une première loi contre la haine, on a des lois contre le terrorisme. Désormais, on a une loi contre le fascisme et en fait, toutes ces lois-là, finalement, sont mobilisées pour, taire les dissidences politiques et notamment les dissidences de gauche. Quand quelqu'un est imputé sur une de ces lois, une personne peut encourir jusqu'à 20 ans de prison et en fait, finalement, aujourd'hui, parmi les personnes qui ont déjà été, jugées par le biais de ces lois, il y a notamment beaucoup des syndicalistes, des grévistes, des entreprises d'extraction minière, donc notamment d'extraction pétrolière, mais aussi d'extraction de bauxite, en fait, d'aluminium, entre autres. On a eu, sous le gouvernement Maduro, ce qu'on a appelé l'intervention judiciaire ou la prise en main par le biais de système judiciaire des partis historiques de la gauche au Venezuela, dont notamment le Parti communiste. En fait, c'est-à-dire que finalement, le gouvernement Maduro, par le biais du système judiciaire, déplace et rend inopérants les directions traditionnelles de certains partis de l'opposition, dont des partis de gauche, et impose des nouvelles directions qui lui sont évidemment des soutiens. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que lors de ces dernières élections présidentielles, le 28 juillet, on a vu officiellement le Parti communiste soutenir le gouvernement Maduro et donc le candidat Maduro, alors que le Parti communiste historique en fait, avait au contraire appelé à l'opposition contre Maduro. Hem et enfin, on voit, une forte différence finalement entre ce qui s'est passé entre les périodes Chavez et les périodes Maduro. C'est que, Maduro, ne cesse de contourner du coup les résultats électoraux et donc en fait, là évidemment on va parler de 28 juillet, mais c'est arrivé déjà par le passé. En 2015, quand l'opposition traditionnelle vénézuélienne gagne la majorité à l'Assemblée nationale, alors le gouvernement Maduro fait émerger une nouvelle assemblée, une assemblée nationale constituante qui évidemment n'a pas écrit de constitution et qui a servi tout simplement en fait à déroger, ou à contourner plutôt l'Assemblée nationale, élue du coup, et qui à l'époque effectivement avait représenté une grande victoire pour l'opposition, mais surtout qui avait représenté une fois, peut-être une des premières fois où il y a un vote qui s'exprime contre ce gouvernement, de la part aussi des classes populaires qui clairement à cette époque-là avaient aussi déjà soutenu les opposants traditionnels. Alors, on en vient du coup à la situation de 28 juillet, et en fait, du coup, à toute cette période, du coup, électorale de mois de juillet, passé, dans laquelle, du coup, on voit une élection présidentielle qui s'est construite, du coup, dans une situation à la fois extrêmement tendue, mais aussi extrêmement claire pour tout le monde. D'une part, en fait, du coup, voilà, pendant ma période au Venezuela, j'ai été, en discussion avec, nombreux acteurs de la politique vénézuélienne, notamment des gauches au Venezuela et ça renvoie, du coup, à des gauches, en fait, qui ont toujours été, opposants contre le chavisme, en fait, depuis ses débuts, en passant par ces différentes
acteurs et organisations des gauches qui ont participé à la construction de gouvernements chavistes, qui ont participé dans les politiques participatives de chavisme, qui se sont finalement insérés en tant que militants institutionnels dans le fonctionnariat des gouvernements chavistes, jusqu'à en fait des gauches qui aujourd'hui continuent à soutenir Maduro pour différentes raisons, que ce soit parce que elles y trouvent véritablement, en effet, un certain, bon bref, ils y trouvent encore une option politique qui leur semble stratégique, ou encore parce qu'elles y continuent à trouver, voilà, que ce projet, bolivarien est véritablement représenté chez Maduro et que du coup, elles considèrent que c'est légitime de le soutenir. Du coup, tout le long de mes conversations pendant un mois au Venezuela, même avec les personnes qui peuvent encore soutenir le gouvernement Maduro, une chose semblait claire, hem, étant donné la situation, du pays depuis, des années en fait de crise économique dans laquelle effectivement les sanctions états-uniennes ont été en fait ont eu un rôle central, mais dans lesquelles aussi finalement le gouvernement Maduro a pris des décisions qui ont été antipopulaires, en fait, de réduction des droits des travailleurs, de libéralisation des impôts pour les investissements étrangers, des protections des zones, par exemple en Amazonie, ou des zones protégées en termes bon, bref, en fait, en termes de la nature, en fait, des zones protégées qui ont été du coup déprotégées par le gouvernement Maduro pour permettre l'extraction notamment aurifère. Bref, au milieu de tout ce contexte, toutes ces personnes-là étaient finalement assez d'accord pour dire que il était très difficile, voire assez impensable, que Maduro obtienne suffisamment de votes cette fois-ci pour gagner aux oppositions, à l'opposition traditionnelle notamment, qui avait réussi à se réunir autour d'un candidat unitaire. Alors, prenons en compte que ce calcul s'est fait pas particulièrement parce que les personnes avec qui j'ai discuté étaient contents d'une éventuelle victoire de l'opposition traditionnelle, mais parce que, disons que ces personnes-là qui connaissent les quartiers populaires, qui connaissent, historiquement, en fait, le fonctionnement du système électoral vénézuélien et cetera, arrivaient toutes à une conclusion qui était proche ou qui était assez finalement, finalement, c'est une conclusion assez unitaire, même si leurs positions politiques ne le sont pas toujours. C'était de dire que les dernières élections présidentielles, donc en 2018, hem, Maduro avait gagné, l'élection avec une marge très petite, avec, à peu près 6 millions de votes. Or, il était nécessaire aujourd'hui pour Maduro d'avoir le même résultat, voire obtenir plus de votes pour gagner à une opposition qui, pour une fois, depuis beaucoup d'années, après beaucoup d'années de boycott aux élections, de rejet de la stratégie électorale, cette fois-ci s'était réunie, avait réussi à construire une candidature unitaire et il s'agissait à ce moment-là d'avoir un gouvernement qui était clairement très impopulaire et de réussir à qu'il obtienne la même quantité de votes qu'il avait obtenu 6 années auparavant. Ceci semblait complètement contraire à la logique, à la réalité des choses. Alors, dans ce contexte, du coup, toutes les gauches n'étaient pas positionnées de la même manière. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si vous voulez, vous avez des partis et des organisations de gauche qui ont ouvertement appelé à voter contre Maduro et donc pour le candidat de l'opposition traditionnelle. Il y a d'autres gauches qui n'ont pas fait des appels directs au vote pour le candidat de l'opposition, mais qui ont fait des appels tout simplement au respect de la volonté en fait exprimée dans les urnes. Et enfin, vous avez eu ces gauches, voilà, qui soutiennent en fait encore le gouvernement Maduro et qui ont fait cet appel donc à voter donc pour Maduro, tout en sachant qu'en discutant aussi avec notamment des leaders communautaires dans des quartiers de Caracas qui ont participé du coup à la campagne pro Maduro. Moi, mes conversations avec eux m'ont montré qu'en fait, ils, ils se sentaient être à ce moment-là très, ils sentaient que cette campagne se construisait véritablement sous la contrainte.
En fait, à différence d'autres périodes où le chavisme avait appelé du coup les élections le moment de la fête électorale, c'est le moment en fait où le chavisme se réunissait et en fait, de certaine manière, arrivait à nouveau à joindre ses forces. Cette fois-ci, ces personnes m'expliquaient comment finalement l'appel au vote, l'appel au soutien Maduro arrivait cette fois-ci beaucoup plus comme un poids, comme une contrainte qui s'imposait aussi dans leur quotidien et notamment par la surveillance des militants du Parti socialiste uni du Venezuela qui venaient aussi s'imposer sur les leaders communautaires qui traditionnellement avaient soutenu le chavisme. Du coup, et puisque je pense que je suis déjà un peu longue, bon, je peux vous dire là tout simplement que le jour de l'élection en tant que tel, les choses semblaient se dérouler assez correctement. Le jour de l'élection, on a eu quelques témoignages des régularités dans la mise en place des bureaux de vote. On a eu quelques témoignages effectivement de difficultés pour certains assesseurs de bureaux pour s'installer, pour jouer leur rôle en tant qu'assesseurs, mais aussi en tant que surveillants finalement de ce qui allait se passer ces jours-là. Mais en général, la journée en tant que telle s'est déroulée plutôt dans le calme. Et moi qui ai traversé du coup notamment la ville de Caracas avec, avec une collègue voilà, sur place, je peux témoigner effectivement que la ville en tant que telle était plutôt aussi dans un calme et on n'aurait pas pu prévoir à ce moment-là des affrontements politiques ou autres puisque tout semblait se dérouler plutôt correctement. Or, une fois que la fermeture des bureaux de vote commence à s'approcher, c'est-à-dire les bureaux de vote commencent à fermer à 18 heures, à ce moment-là, on commence à avoir des témoignages qui nous parviennent. En fait, moi, je suis avec des militants et des chercheurs dans des espaces bon, plutôt fermés où les gens se réunissent en fait pour suivre un peu la journée et faire de la veille sur finalement sur les conditions en fait de l'élection durant la journée. Et on commence à voir arriver des témoignages qui nous expliquent que commence à avoir des problèmes dans la transmission des résultats de vote depuis les bureaux de vote jusqu'au Conseil national électoral, donc l'organe central qui organise finalement les élections au Venezuela. Sachez que au Venezuela, le vote s'est construit par un biais numérique. Donc, en gros, on vote sur des machines donc électroniques, mais c'est aussi un vote qui est physique, puisque les machines, à la fois, recueillent le vote et enregistrent dans son disque dur local les votes exprimés et en même temps envoient les votes vers le Conseil national électoral. Mais ces machines aussi octroient à chaque électeur des récépissés de vote qui vont dans une urne, donc qui peuvent être comptabilisés à la main et qui le sont d'ailleurs à la fin de la journée. Et à la fin, une fois que la machine est complètement fermée, les machines vont donner un résultat général, c'est ce qu'on appelle du coup les procès-verbaux, les actas, comme on dit en espagnol. Procès-verbaux, ces fameux procès-verbaux sur lesquels il y a énormément de discussions en ce moment, puisque finalement, le Conseil national électoral n'a jamais montré des résultats ni détaillés bureau par bureau, ni a donné des preuves en fait des résultats qu'il a donnés parce qu'il n'a jamais donné accès à ces procès-verbaux. En tout cas, du coup, on commence en fin d'après-midi à voir qu'il y a des problèmes dans la transmission des informations depuis les bureaux de vote jusqu'au Conseil national électoral. Et finalement, on commence à comprendre que au fur et à mesure de la fin de l'élection, les assesseurs des bureaux de vote, mais aussi les veilleurs de chaque parti politique, parce que les différents partis politiques ont le droit à avoir des personnes qui veillent sur le déroulé de la journée, mais aussi sur le dépouillement. Les assesseurs et les veilleurs ont du mal à être présents au moment de fermeture des bureaux de vote et au moment de dépouillement. Voire, ils peuvent être parfois pressants, mais ils ont du mal à obtenir les récépissés, les procès-verbaux, etc. Et enfin, finalement, on se rend compte que les résultats de l'élection ne vont pas être annoncés le jour même. Euh, Habituellement, au Venezuela, les résultats de l'élection arrivent relativement vite. Les bureaux de vote commencent à fermer à 18 heures. Ils peuvent rester ouverts jusqu'à qu'il n'y ait plus d'électeurs. Mais bon, à partir de 20 heures jusqu'à 22 heures, on peut espérer approximativement
avoir des résultats, étant donné ce vote électronique qui permet d'avoir des choses assez, en fait, des résultats assez vite. La seule norme qui a toujours été respectée par le Conseil national électoral est celle de donner des résultats qui soient irréversibles ou qui montrent une tendance irréversible, c'est-à-dire que à partir du moment où on énonce les résultats, peu importe les votes qui vont arriver après, finalement, la tendance générale ne puisse pas changer. Du coup, minuit passé, donc vers 1 heure du matin de 29 juillet, on a finalement le président du Conseil national électoral, Elvis Amoroso, qui fait une allocution publique pour annoncer les résultats de l'élection. Et d'abord, on comprend que tous les membres de la présidence du Conseil national électoral ne sont pas avec lui, notamment les représentants de l'opposition ne sont pas présents à ce moment-là. Et finalement, sont annoncés les résultats je pense que c'est Richard qui devrait m'aider à nouveau, comme il l'a fait il y a il y a quelques semaines à Port-le-Cat. On annonce un résultat de 54, 51 points, je sais plus combien, pour cent pour Maduro et 40 et quelques, je sais plus combien pour Edmundo González Urrutia. Richard, si tu as les résultats plus précis à la main. 51,2, non? Et 48,8. Merci beaucoup. J'aurais dû noter cette donnée à nouveau et je ne l'ai pas fait. Voilà, on annonce ces résultats en sachant que il reste à peu près 2 millions de votes à comptabiliser. Or, étant donné les pourcentages et la quantité de votes auxquels il renvoie, les 2 millions de votes qui restent peuvent encore changer la tendance générale des résultats qui ont été donnés par le Conseil national électoral. Et bon, enfin, à partir de ce soir, à échelle des quartiers, à échelle des bureaux de vote, on commence à avoir des cacerolazos, donc des concerts de casseroles, et des manifestations plutôt localisées ce soir-là, euh, qui montrent en fait qu'il y a un mécontentement, mais aussi une dissonance entre ce que les gens on peut voir au fur et à mesure dans chaque bureau de vote et les résultats qui ont été annoncés par le Conseil national électoral ce soir-là. Le matin de 29 juillet, en tout cas, la ville de Caracas semble être au calme et ce calme ne va pas durer très longtemps finalement. À partir de midi à peu près, commence du coup des concerts de casseroles et commence une large mobilisation qui a finalement voilà, surpassé en fait des expectatives, ou même pas des expectatives, en fait des prévisions à ce moment-là. C'est cette mobilisation qui a pris à la fois la ville, la capitale, mais aussi partout dans le pays. Des manifestants sont arrivés même jusqu'à prendre contrôle de tarmac de l'aéroport principal de Maiquetía, donc l'aéroport international principal de Venezuela. C'est pas une manifestation, ce ne sont pas des manifestations organisées par les partis de l'opposition traditionnelle vénézuélienne, ce ne sont pas des manifestations nécessairement appelées directement par les opposants traditionnels. Au contraire, ce sont clairement des manifestations qui ont été portées par les classes populaires, par ces personnes qui ont historiquement été les soutiens du chavisme au pouvoir et qui, désormais, clairement, demandent une alternance démocratique et demandent le respect de leur vote. Et je vais finir juste par dire, et peut-être qu'on pourra en discuter un peu plus longuement, que du coup, à la suite de ces manifestations, c'est surtout une très, très lourde répression qui s'est mise en place dès le lendemain contre les manifestants. Et que ce soit mais pas seulement contre les manifestants, finalement, contre ces populations qui ont clairement voté massivement contre le gouvernement Maduro. Selon les résultats qui sont montrés par l'opposition traditionnelle, par le biais des procès-verbaux qui, selon eux, ils ont réussi à obtenir par différents biais, la victoire d'Edmundo González Urrutia est claire à 70% contre 30% pour Maduro. Bon, le fait est que il y a cette répression qui se met en place et qui se met en place et qui change aussi un peu la nature d'à quoi on fait face aujourd'hui. Parce que finalement, cette répression, elle s'attaque donc aux manifestants, mais s'attaque aussi aux assesseurs des bureaux de vote qui sont poursuivis parce qu'en fait, ils sont les preuves, en fin de compte,
de ce qui s'est véritablement passé. Et donc, en fait, on essaye d'éviter en fait, qu'il rende public finalement les preuves des résultats de l'élection. Mais on s'attaque aussi finalement à une myriade en fait, d'acteurs sociaux, c'est-à-dire manifestants, c'est-à-dire leaders communautaires, assesseurs de bureaux, journalistes, chercheurs et personnes du monde académique, un myriade d'acteurs qui, à différentes échelles, à différentes manières, depuis cette élection, ont commencé à s'exprimer contre cette claire fraude. Et ça va jusqu'au point, justement, ce que disait Mariana, en 5 jours, on a eu 2000 personnes, plus de 2000 personnes détenues, dont des mineurs, presque une trentaine de morts, bon, dépendant des chiffres, on est entre 25 et 30 morts, mais surtout, et jusqu'aujourd'hui, notamment du coup, et on en parlera plus tard, des organisations de gauche, des gauches dissidentes qui sont elles aussi directement ciblées parce que proches des quartiers populaires, parce que proches de ces acteurs, de ces personnes mobilisées, parce qu'elles sont aussi aujourd'hui en capacité d'accompagner les victimes de la répression et dénoncent du coup cette répression à échelle nationale et internationale. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, du coup, notre engagement devrait être surtout là-dedans, dans le soutien de ces diverses voix de gauche qui sont dissidentes et qui aujourd'hui sont en train non pas seulement de dénoncer, mais d'accompagner les victimes de la répression dans un contexte où le gouvernement Maduro ne fait que essayer tout simplement de faire passer la page comme si de rien n'était aujourd'hui au Venezuela. Merci beaucoup de votre attention. Désolée si c'était un peu long. Merci beaucoup, Yolette. Non, c'était vraiment très bien que tu nous rappelles et qu'on revienne un petit peu sur tout ça. Donc, la parole est à qui la veut pour poser des questions, pour des réflexions, des interventions. Stéphane, tu peux rouvrir ton micro pour poser ta question. Oui, merci Mariana. Si tu ne me l'avais pas dit, je ne l'aurais pas fait. Je sais. Merci. Bon, merci à Yolette. C'est très intéressant tout ce que tu racontes. Et c'est tragique, hein, parce que tout ça se fait au nom de la gauche, hein, et des idéaux de gauche. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire du XXe ou du XXIe siècle qu'on observe le même type de dégénérescence d'une gauche qui au début était prometteuse. Personnellement, je pense que c'est le plus important problème de toute la gauche dans le monde, c'est de comprendre comment ça se fait que régulièrement, presque toujours, depuis le stalinisme en URSS, on a ce genre d'exemple un peu partout. J'ai quelques questions très précises. Qu'est devenu Marea socialiste? Je sais qu'ils ont eu une scission il y a quelques années, entre autres sur la question de est-ce qu'il fallait continuer à l'intérieur de ce parti unique, donc qui s'appelle le PUSV, c'est ça, Partido Único Socialista de Venezuela, c'est ça? Partido Bon, Socialista Unificado, ¿no? unificado, bon, Perdón. PSUV. bon, PSUV. voilà. Donc, que sont devenus les camarades de Marea Socialista? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, tu as parlé que par rapport sur la répression judiciaire des partis de gauche, notamment le PC ou d'autres, où Maduro impose d'autres directions à la tête de ces partis. Bon, ça c'est une, si j'ose dire, tradition classique dans tous les pays dits socialistes, hein. Je suis polonais, hein, d'origine. Donc, dans tous les pays de l'Est, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les partis communistes qui étaient déjà stalinisés, imposés par Moscou, par le Kremlin, ont pris le pouvoir, ils ont organisé des fronts larges pour essayer de capter tous les partis agraires, démocratiques, de la petite bourgeoisie, divers, et des partis de gauche, partis socialistes, bien sûr, etc. Ils leur ont fait miroiter toutes sortes de choses, et ils les ont captés, ils ont fini par les capter dans ce genre de front, et ensuite, c'est eux qui décidaient, donc les staliniens au pouvoir, les communistes, entre guillemets,
qui décidait qui devait être à la tête de ces partis. C'est exactement la même chose. Donc ma question, c'est est-ce que dans la gauche vénézuélienne, on discute, on connaît ces précédents de la bureaucratie que certains appelaient la bureaucratie stalinienne, des pays soi-disant socialistes, hein. Est-ce qu'on connaît cette histoire et est-ce qu'on discute de ce genre d'expérience? Est-ce que ça aide un peu dans la résistance à ce régime? Autre question, est-ce que la bureaucratie chaviste et maduriste s'est enrichie grâce au pétrole? Est-ce qu'elle est devenue ce que nous appelions en Pologne, les communistes, on les appelait la bourgeoisie rouge? C'est partout, on les appelait la bourgeoisie rouge, puisque le manque de liberté, la répression, les dictatures s'accompagnaient de privilèges absolument énormes que Orwell avait déjà décrit dans La ferme animale, hein, ce sont ces communistes, entre guillemets, qui ont fini par restaurer le capitalisme à partir de 1989 dans les pays anciennement socialistes. Et finalement, dernière question, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité d'un soulèvement un jour au Venezuela, un peu à l'image de la Tunisie, de la Biélorussie, des pays, même la Russie en 2011, partout il y a eu de fraude massive des élections et il y a eu de mobilisations monstrueuses contre. Est-ce que tu penses que ce genre de manifestations de masse ou soulèvements sont possibles au Venezuela? Voilà. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est si Yolette est d'accord surtout, parce que c'est elle qui va répondre, de prendre d'autres questions. Oui, oui, bien sûr. Hein, et comme ça, tu réponds, parce qu'il y aura peut-être des choses qui se croisent. Henri, Oui, il y a un élément que tu n'as pas indiqué et qui me semble extrêmement important, c'est l'importance considérable des Vénézuéliens qui sont partis à l'étranger. Et en général, d'ailleurs en Colombie, si je ne me souviens bien, c'est doit être de l'ordre de 6 millions. Et ça remonte à loin. Ça remonte à loin. C'est, enfin, il me semble que c'est un élément qui prouve que s'il y a eu effectivement, pendant la période de Chavez, des progrès réels, en particulier pour les classes populaires, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de réforme de structure. Il y a eu effectivement une redistribution de la rente pétrolière, ce qui était tout à fait positive, mais ce que j'en sais, c'est que, par exemple, même dans la période de Chavez, il n'y a jamais eu de grands projets pour créer une agriculture réelle au Venezuela, qui, à ma connaissance, n'a pas son autonomie alimentaire depuis le jour. Bref, même quand c'était plutôt bien du temps de Chavez, ce n'était pas encore aussi bien qu'on aurait pu espérer dès cette époque-là. merci Henri. Jean-François le disait. Oui, première chose, j'ai été surpris que tu dises qu'il y avait un syndicat unique. Parce que moi, quand je suis allé au Venezuela, à Caracas, en 2003, j'ai rencontré la CTV, qui était un syndicat nettement d'opposition, hein. Donc, ce syndicat unique, s'il existait, il était d'opposition au chavisme. Première chose. Et deuxième chose que je veux dire, c'est que pour moi, il y a une rupture justement entre Chavez et Maduro. Chavez, il a toujours respecté le résultat des élections. Quand il a perdu un référendum, il a accepté il a accepté le verdict. Et je ne crois pas qu'il y ait eu des répressions avec des morts comme il y a eu sous Maduro, quoi. Et alors ma question, c'est justement comment expliquer cette rupture à travers seulement un changement d'un homme. Et est-ce qu'il y a une base quand même du chavisme qui est si, comment dire, endormie que cela? Et comment a-t-elle accepté ce changement total de politique par rapport à la démocratie? Merci Jean-François. Richard, micro.
Oui, bonsoir tout le monde. Bon, effectivement, hein, donc, comme l'a indiqué Jean-François, par rapport aux élections, il y a un changement quand même entre Chavez et Maduro, parce que par rapport au respect des élections, toutes les élections sous Chavez, il y avait des observateurs étrangers, il y avait la Fondation Carter, qui ont validé tous les résultats, et y compris en 2007, il a respecté la défaite par rapport au référendum sur la Constitution, même si un an après, il a fait passer les réformes autrement. Donc, je dirais il y a eu un changement. Alors, moi, j'ai un peu suivi quand même cette évolution, puisque je suis allé à 4 reprises au Venezuela en 10 ans, en fait, en 12 ans. Et donc, dont 3 fois, donc, à l'époque de Chavez, bon, j'ai écrit un certain nombre d'articles à l'époque sur les expériences des missions, des conseils communaux et autres. Bon, j'aurais peut-être quelques nuances avec Ioletti sur l'appréciation effectivement de ces programmes, parce que il faut resituer les choses. Alors, on n'a pas le temps là, hein, mais il faut resituer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que c'est- Chavez, il a été élu après les 40 ans de la dite démocratie pétrolière où le clientélisme était extrêmement important. Et effectivement, donc il y avait dans certains quartiers populaires, il y avait de l'argent, hein. Quand c'était les sociaux-démocrates ou la démocratie chrétienne, il y avait une alternance. Et effectivement, le clientélisme était très fort. Il y a eu une forme de rupture. Après, bon, j'ai pas le temps de développer, je vais pas. euh, ça mériterait qu'on ait un échange, et j'aimerais bien échanger avec Yoletti à ce sujet, mais dans un autre cadre. Euh, Après, sur la question, par exemple, par rapport à Henri, sur l'agriculture, bah, en fait, au début, il y a eu des lois qui ont été décidées, de même qu'il y a eu des lois sur l'industrie. Bon, le problème, c'est après l'application. C'est-à-dire que, effectivement, la redistribution des terres, il y a eu une loi au tout début juste après l'élection de Chavez, une loi sur l'agriculture. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que précédemment, effectivement, toute l'époque de 58-98, les 40 ans de démocratie pétrolière, eh bien, les gens avaient quitté les terres pour rejoindre les L'industrie. agglomérations, enfin les grandes villes. Et effectivement, parce que le Venezuela avait les moyens d'apporter, et il importait largement tous les produits, et il pouvait plus ou moins redistribuer. Euh, et alors, effectivement, le changement, euh, bon, je ne vais pas développer, mais mon dernier séjour au Venezuela, c'était en 2015. Et donc, c'était dans le cadre d'une rencontre de l'économie des travailleurs. Et donc là, effectivement, il y avait les militants du PC qui étaient assez présents, du PCV, qui était déjà en rupture avec le chavisme, et encore Madurisme. plus avec le madurisme. Et, et donc, effectivement, j'avais perçu quand même qu'il y avait une fracture très, très forte. Voilà. Et juste une dernière chose par rapport aux Colombiens et Vénézuéliens. Alors, moi, j'ai connu la période où il y avait 5 millions de Colombiens au Venezuela, hein. Y compris, j'ai participé à des réunions clandestines de l'opposition colombienne, donc euh, des réunions qui étaient extrêmement sécurisées. Je ne crois pas dans les détails. Bon. Et effectivement, aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a 6 millions de Vénézuéliens donc, en Colombie. Euh, Voilà, je m'arrête là. Bon, effectivement, bon, juste une chose par rapport ce qui est passé donc lors de cette élection n'est pas une surprise pour moi, puisque effectivement, ce qu'il y avait eu, ce qui s'était déjà déroulé donc en 2018, mais même dès 2015, euh, comment était quand même le traduisait un changement quand même important, et une répression renforcée, euh,
du système. Et donc, il y avait quand même, de mon point de vue, quand même une rupture avec Chavez. Voilà. Moi, je m'étais inscrite avant de donner la parole à Jacques non, Jean-François baissait la main. Deux, trois petites choses. Il y a quelque chose que vous aviez développé, Yolette, dans une des autres conférences auxquelles on a participé ensemble et qui me semblait moins intéressante et qui semblait correspondre un peu à ce que j'avais pu suivre ou voir au Venezuela, c'est qu'effectivement, ces formes d'organisation et d'auto-organisation s'étaient beaucoup développées à la suite du putsch. C'est que quelque part, moi j'ai l'impression que contrairement à ce qui s'était passé au Nicaragua, quel qu'en ait été l'issue, qui est pire encore que ce qui arrive aujourd'hui au Venezuela, je ne suis pas sûre qu'il y ait une grande volonté au départ du chavisme, qui pour moi ressemblait plus à un système de populistes avec une volonté de redistribution de la manne pétrolière et aussi peut-être, hein, ça j'avais moins senti, mais tu sembles le dire, Richard, de quelques réformes agraires hein, qui étaient forcément nécessaires pour arriver à changer un petit peu les choses sans révolutionner complètement le système. Hein, ça, on l'a dit les uns les autres. Mais moi, il me semble que ces formes d'organisation et d'auto-organisation, elles avaient été quelque part arrachées par la situation extérieure, donc par cette tentative de putsch, le besoin qu'avait pu avoir Chavez de s'appuyer à ce moment-là sur ces franges populaires mobilisées. Et donc, du coup, après, ces trucs, quelque part, s'étaient installés. Et pour revenir à l'affaire, enfin, moi, forcément, je fais des similitudes et je pense que je ne suis pas la seule avec les affaires du Nicaragua. Le FSLN avait respecté le résultat des urnes en 1990. Je vous en rappelle, à notre grand malheur, pour certains qui étions là-bas et qui nous disions pourquoi est-ce qu'il lâche le pouvoir. Il l'avait respecté à ce moment-là. Hein. Jusqu'en 2017, Ortega a fait semblant de jouer le jeu. Et Ortega était entré libérer Managua. Hein. Et faire, enfin, pour moi, hein, ça je continue de le penser, même si en germe il y avait des tas de choses qui expliquent ce qui se passe aujourd'hui, d'essayer véritablement de changer l'ordre des choses dans ce pays. Donc je pense qu'effectivement, l'expérience nicaraguayenne, je ne sais pas si aujourd'hui à gauche, si déjà vous en aviez discuté au Venezuela, j'imagine qu'à l'époque de Chavez, forcément, celui il faisait souvent allusion, mais l'expérience et la dégénérescence terrible à laquelle on a assisté au Nicaragua, est-ce que ça c'est un peu présent dans les discussions? Alors malheureusement salé, parce qu'on a vu ce guignol d'Ortega très affaibli, au lendemain des élections en train de proposer d'envoyer ce qu'ils appellent les turbas hein, à Managua, c'est-à-dire les groupes paramilitaires, d'aller prêter main forte à Maduro pour la répression. Donc voilà, donc moi je pense que ce serait utile de savoir ça. Est-ce que ces forces d'opposition qui aujourd'hui sont en train de se rassembler, syndicales, etc., parlent un petit peu de ça? Et c'est vrai que quand on parle de... Bah, après, il y a le problème du campisme qu'on va peut-être aborder quand on parlera de la solidarité. C'est qu'aujourd'hui, dans la discussion qu'on peut avoir avec une bonne partie de la gauche, ce qu'on nous dit, c'est ben, entre Maduro et Maria Corina Machado, avec les horreurs qu'elle a pu sortir et qu'elle sort toujours, voilà, enfin, vous connaissez le raisonnement comme moi, on le connaît sur d'autres parties du pays. Donc voilà, comment on gère ça. Mais bon, c'est revenir sur ces affaires d'auto-organisation et savoir si oui ou non elles étaient inhérentes au modèle chaviste ou quelque part elles ont été imposées par la situation. Et est-ce qu'il y a une discussion sur l'expérience nicaraguayenne et le bilan? Jacques. Oui, bonsoir à toutes et tous et merci pour notre intervenante. On a parlé des forces de gauche dissidentes qui étaient ciblées par Maduro. Ma question serait d'avoir plus de précision sur la nature de ces différents mouvements. Et la deuxième question serait sur la possibilité, est-ce qu'il y a de véritables possibilités d'action commune de ces différents mouvements qui pourraient dessiner un nouvel espoir au Venezuela? S'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas. Romain, tu as levé la main. Vas-y, Romain. Pardon, je Oui, n'avais pas salut à vu. tous et merci encore pour à Ioletti pour la présentation et cet événement. On l'avait déjà fait à l'UDT du NPA. Moi, je voulais juste revenir sur certains points qui, je pense, doivent faire partie de la discussion. C'est que
Certes, aujourd'hui, il y a la figure repoussoire de Maria Corina Machado, mais l'état d'isolement dans lequel se trouvent les gauches, entre guillemets, que ce soit le Front démocratique populaire ou les autres gauches qui s'organisent en dehors, il est fondamentalement lié à l'absence de solidarité qu'il y a eu depuis 10 ans, avec ce qu'on appelle de manière assez, je trouve, euphémisante, les dérives du madurisme, qui sont quand même euh, des pratiques de répression extrêmement violentes, et notamment vis-à-vis des organisations syndicales, des organisations populaires ou des organisations politiques de gauche depuis 10 ans. Donc, en fait, c'est difficile et elle continue d'ailleurs aujourd'hui, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait de grande mobilisation de solidarité dans les capitales d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud même en particulier, avec le peuple vénézuélien. Donc, et surtout, et il me semble pas l'initiative de la gauche, parce que même si Lula a, a refusé de reconnaître et s'est mis en position de médiation, le PT a reconnu, lui, me semble-t-il, la victoire de. Donc voilà, là, il y a un problème de fond, et à mon avis, qui se répercute avec d'autres situations qu'on a du mal à résoudre aujourd'hui dans la solidarité internationale. Je pense à l'Ukraine, par exemple, parce qu'il y a des similitudes, même si c'est des contextes différents, qui me semblent assez frappantes. L'autre point que je voulais mentionner, alors sur les organisations syndicales, ils sont vraiment dans des logiques de répression depuis pas mal de temps, sachant que, par exemple, en avril, je donne un exemple, en avril 2024, juste avant l'élection, il y a eu cette fameuse loi qu'a rappelé Ioletti, qui a été passée. Il y a 5 dirigeants d'ACI, donc c'est une des centrales vénézuéliennes, qui ont pris 16 ans d'emprisonnement le mois même d'avril. Donc effectivement, ça avait déjà commencé avant, et il y a un tas d'exemples de syndicalistes locaux qui s'organisent ou autres, qui font face à ça. Et dans cette logique de la répression, il y a, moi j'ai creusé un peu dernièrement, il y a des documents que je voudrais mentionner ici, après je vais m'arrêter pour te laisser développer Ioletti, mais qui permettent, à mon avis, de bien remettre en perspective, c'est qu'il y a eu 3 missions de l'ONU, du commissariat de l'ONU aux droits humains depuis 2013. La première, c'était qui enquête sur la période, donc 2013-2022 pour la dernière, et là, il y a la demande d'une nouvelle. La première, c'était violation de droits humains. La deuxième, c'était sur l'indépendance des pouvoirs. Et la troisième, c'est pour crimes contre l'humanité. Et les trois, donc la dernière, elle date de 2022 quand même, les trois, dans le langage onusien, disent plausible, quoi. C'est comme ils disent plausible pour le génocide palestinien. Donc, c'est des éléments qui sont importants, et je le mentionnais en particulier parce que je pense que ça donne pas mal de documents très concrets, parce qu'ils ont rencontré énormément d'activistes, de gens qui subissent la répression, et ils documentent ça dans leurs longues notes. Il y a un élément que je voulais mentionner, parce que tu parlais du Nicaragua, Mariana, mais il faut parler de Cuba, je pense aussi. Et il y a un dossier qui est important dans cette histoire, c'est les accords de sécurité qui ont été passés entre Cuba et le Venezuela en 2006. Et donc en 2006, on est déjà sous Chavez. Moi, du coup, j'ai beaucoup creusé sur ce que c'était. Effectivement, heureusement, c'est mentionné dans des rapports de l'ONU, parce que sinon, on n'aurait que la presse bourgeoise pour nous faire une idée, et ça serait compliqué. Mais plus sérieusement et dramatiquement, il y a en fait des officiers vénézuéliens, cubains, qui ont été envoyés pour restructurer l'armée vénézuélienne et pour mettre en place les techniques de répression qu'ils avaient mis en place à Cuba depuis pas mal d'années. Et il y a un élément majeur, c'est que pire que la répression la plus violente, elle s'applique ni aux syndicalistes, ni aux activistes politiques, ni enfin si les jeunes des quartiers populaires, si, mais c'est aux sous-officiers de l'armée. Et ce qui est très documenté en fait dans le dernier rapport de l'ONU, c'est ça notamment. Et il y a des témoignages, en fait, c'est vraiment eux qu'on cible. Je donne un exemple, parce qu'il y a ce qui s'appelle les casas de seguridad, où la torture est organisée dans différents endroits. Il y a un sous-officier qui raconte, bah voilà, moi, je m'étais inscrit à l'université de droit de Caracas, et en fait, le pouvoir avait considéré que l'université de droit de Caracas, c'était un lieu de promotion de la propagande de l'opposition, et donc il s'est retrouvé dans un centre de torture avec 2 vertèbres cassées et défigurées pendant plusieurs jours. Donc en fait, il y a ces éléments-là qui me semblent importants, parce que effectivement, c'est compliqué d'organiser une opposition quand en fait il y a une répression La aussi violente répression, bien sûr. qui est systématisée. Et là, on est sur un point de fond, quoi. C'est-à-dire que
entre enfin, les choix qui peuvent être faits là aujourd'hui, la demi-mesure est très compliquée face à ce type de régime, et je pense malheureusement que ça va empirer dans les semaines et mois et années qui viennent. Merci. Merci Romain pour toutes ces précisions et je vois que tu as mis des liens qui renvoient vers des articles. Dernière question, donc Henri, ensuite la parole à Yoletti. Henri Saint-Jean. Oui, chacun parle en fonction de ses propres expériences. Bon, moi j'ai deux expériences en tête. Je laisse de côté, c'est les pays de l'Est, parce que Stéphane est bien intervenu là-dessus. Mais il y a la question agricole d'une part. C'est-à-dire que la question agricole, on va dire que nous, marxistes, on n'a jamais été très bons sur ces questions. Bon, alors c'est anecdotique peut-être. Je vais faire le lien avec ce qu'a dit tout à l'heure Yoletti, l'histoire des trafics de drogue, là. Je veux dire, cette affaire-là, comment dire, on la vit partout. Ce qu'on appelle l'économie parallèle. Et pourquoi il y a l'économie parallèle? Parce qu'à un moment donné, les gens, il faut bien qu'ils vivent ou qu'ils survivent, parce que la répartition sociale ne leur convient pas, ne leur donne plus satisfaction. Alors, ce n'est pas comparable. Mariana a évoqué le Nicaragua. Moi, la dernière brigade que j'ai faite, en 89, après je suis resté non pas en brigade, mais pour y travailler. La coopérative, en fait, les gens désertaient le travail agricole. Pourquoi? Parce qu'il y avait des demandes à la ville pour récupérer du bois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de gaz, et ils se chauffaient avec ça. Ils gagnaient plus en détruisant la nature, en fait. J'ai fait des articles à l'époque là-dessus, pourtant, j'étais ni à sensibilité écologique et encore moins agricole. C'était des choses qui m'avaient frappé. Donc, ce que je veux mettre sur la table, c'est que, en gros, ce que je ne vois pas derrière ce qui s'est passé, c'est deux choses. C'est comment, à un moment donné, il y a eu la confiscation du pouvoir populaire, même chose au Nicaragua, parce que j'ai fait référence à l'Algérie, mais je l'ai vécu aussi au Nicaragua. Quand il y a une coopérative agricole et qu'on va dire que le gars qui doit ramasser la récolte, son tracteur est en panne, et que le gars qui doit venir réparer le tracteur, lui, c'est un fonctionnaire et qu'il est au parti et qu'il n'a pas envie de venir parce qu'il a envie de se couler douce, ça entraîne une série de dysfonctionnements. Je parle de choses très bêtes, mais quand vous additionnez tous les petits dysfonctionnements, ça génère tout ce que j'ai évoqué. C'est-à-dire, ce qu'il y a derrière, c'est ce que j'ai évoqué, c'est comment, à un moment donné, ce qu'on va appeler la flamme révolutionnaire, la conscience de classe et de lutter contre les dominations et de répartir égalitairement, on arrive à les maintenir dans une révolution. C'est ça la question qu'il y a derrière, à laquelle je pense qu'on n'a pas encore de réponse. Bon, Yoletti, tu as une large liste de questions. Oui, en effet. Merci à toutes et tous. Et certainement, je ne répondrai pas à tout ça. Je n'oserais pas penser que j'ai les réponses à tout ça. Donc, j'essaierai de faire quelques réponses. Et vous m'excuserez du coup sur ce qui ne va pas être complété ou satisfaisant. On aura, je l'espère, d'autres occasions. C'est un peu aussi Absolument. l'objectif de ce qu'on discute aujourd'hui. Mm. Bon, je vais là tout de suite revenir sur les questions d'options économiques, réorganisation économique vénézuélienne, etc. Alors, bon, moi, donc personnellement, je suis la fille des travailleurs du pétrole au Venezuela, la petite fille des travailleurs du pétrole au Venezuela. Donc, en fait, en gros, ma vie est très attachée finalement à cette partie de l'économie de mon pays. Et cela me rend aussi relativement critique, si on veut, avec l'idée que les options économiques du Venezuela auraient été possibles dans une certaine, comment dire, dans un réengagement, par exemple, sur les questions agricoles ou autres, en fait. Non pas pour dire qu'il n'aurait pas été important que l'agriculture vénézuélienne soit mieux développée et que c'est encore le cas, c'est encore important que ce soit le cas, mais en fait, juste concrètement, le Venezuela est un pays pauvre, en fait, qui a beaucoup de richesses de sous-sol, mais c'est un pays pauvre. Le Venezuela est calé dans l'économie mondiale et internationale en tant que lieu d'extraction du sous-sol.
Il est difficile, à mon avis, et là, en fait, je pense que les camarades qui sont mieux connaisseurs euh, voilà, des discussions écologistes, en fait, je pense qu'il est très difficile d'exiger, imaginer un pays pour qui ça fait 100 ans que sa vie, sa structure sociale et son rôle à l'échelle internationale, c'est celui d'être un pays extractiviste. Il est très difficile de demander de faire une autre chose à sa population. Et donc, en fait, quand je dis ça, ce n'est pas pour dire que cette question ne doit pas être traitée, posée, développée. C'est juste que concrètement, où la population vénézuélienne, clairement, n'aurait pas été volontaire nécessairement pour faire un retour vers une vie agraire extrêmement développée à droite à gauche. Non, probablement, elle aurait été peut-être volontaire pour un développement, imaginons, des petites industries à échelle communale. Ce sont des choses qui ont été faites. Il y a pendant les gouvernements chavistes, il y a eu du soutien à voilà, il y a eu une réforme agraire. Il y a eu des soutiens à des communes qui développaient et qui développent encore la production agraire dans des échelles relativement localisées. Il y a eu du soutien aussi pour des micro-entreprises en fait de production textile, de petites entreprises en fait non pas de production industrielle mais de production technique. Mais en fait, vous m'excuserez là puisque je parle de quelque chose que je connais peut-être un peu moins, mais tout ce que je veux dire, c'est que concrètement, je pense qu'une reproche qu'on ne va pas pouvoir faire au chavisme ni finalement à la population vénézuélienne, c'est de ne pas avoir cherché à diversifier son économie par un retour vers l'agraire. Voilà, en gros, c'est ça. Je pense qu'il faudrait du coup prendre en compte qu'est-ce qu'on aurait pu proposer à partir d'une idée de diversification de l'économie, tout en prenant en compte le rôle spécifique du Venezuela actuellement dans l'économie extractiviste à échelle globale. Bon, donc je n'ai pas de réponse par rapport à ça, vous m'excusez, mais je souhaite quand même mettre cette idée un peu sur le devant, et c'est quelque chose qui m'étaraude de toute façon en général. Alors, bon, je reviens un peu en arrière. Donc, bon, sur les exemples, effectivement, de l'Europe de l'Est ou de Nicaragua ou de Cuba, en fait, oui, les gauches vénézuéliennes les discutent, les prennent en compte. Après, les gauches vénézuéliennes, pendant quelques temps, ont été extrêmement enthousiastes de l'expérience chaviste et justement, les personnes que moi j'ai suivies pour mes recherches, ce sont notamment beaucoup des militants qui ont travaillé à différentes échelles pour l'État vénézuélien dans la mise en place des politiques participatives. Et donc, en fait, je pense que ces gens-là ont voulu effectivement modifier, changer, transformer, révolutionner l'État depuis l'intérieur. Et ils sont parfois parvenus à justement en fait, faire en sorte de tirer, en fait, de prendre en fait, finalement les ressources de l'État et de faire en sorte qu'elles viennent à soutenir les démarches d'auto-organisation, les démarches en fait on va dire émancipatrices. Mais on va dire que ce type de dynamique-là, la capacité en fait des militants de prendre des ressources de l'État pour soutenir l'organisation communautaire, pour soutenir l'organisation autonome, était forcément assez réduite et était exceptionnelle par rapport à un système beaucoup plus large qui était beaucoup plus traditionnellement un système de répartition de la rente par des politiques voilà, de plus ou moins participatives, plus ou moins redistributives, plus ou moins clientélaires, qui était finalement le véritable modèle chaviste. Pour le dire autrement, en fait, je pense qu'on a toutes et tous été de loin ou de près face à des expériences qui ont été extrêmement encourageantes et qui ont été extrêmement intéressantes. Et il faut juste penser que ces expériences-là, en fait, dans certains quartiers populaires, dans certaines usines ou dans certaines zones rurales, elles ont existé par la conjonction d'un ensemble de variables qui ont été rares dans le système général du chavisme.
ces variables, c'était notamment le fait que à la base, dans ces quartiers, dans ces territoires, il y avait déjà des organisations préalablement existantes et qui avaient déjà une capacité en fait organisationnelle, qui avaient déjà une culture d'organisation, qui avaient déjà des savoir-faire et des savoir-être qui étaient très forts, qui étaient très stables. Et face à des organisations, des militants qui parfois venaient de ces organisations-là, parfois pas, bref, et qui depuis l'État ont fait le lien et qui ont permis, par exemple depuis le ministère des Communes, depuis le ministère de la Culture, de faire circuler des biens publics, en fait de faire circuler de l'argent, de faire circuler des moyens logistiques, etc., pour soutenir ces organisations préalablement existantes et qui étaient déjà dans des démarches d'autonomie, qui étaient déjà dans des démarches en fait de construction d'alternatives en fait. C'est beaucoup plus rare, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est beaucoup plus rare de voir des lieux où il n'y avait pas préalablement une base organisationnelle et dans lesquels les propositions politiques de chavisme auraient créé de toutes pièces des nouvelles options autonomes ou émancipatrices. C'est beaucoup plus rare. Et donc, en fait, je pense qu'une chose qui serait importante, en fait, quand on va discuter un peu de ce bilan, de tout ça, c'est de penser finalement à la longue histoire, en fait, des gauches vénézuéliennes, la longue histoire des organisations vénézuéliennes et finalement, qu'est-ce qu'elles ont pu tirer ou pas de l'expérience chaviste. Mais en fait, penser que le chavisme, comme disait de toute façon Mariana aussi, il existe aussi sur la base d'une histoire qui existait avant et avec laquelle il a dû se mettre en contact par nécessité politique, mais aussi par conviction, puisque dans le chavisme, il y avait aussi, bien évidemment, une branche organisationnelle, etc., qui a promu, en fait, ces liaisons-là. Et qui est justement mise de côté, notamment à partir de l'année 2015, au moment où le chavisme perd l'Assemblée nationale. Et c'est là où moi, je suis encore, du coup, en train de faire mes recherches précisément au ministère de la Culture et au ministère des Communes, et que je vois des réseaux entiers des militants historiques des gauches vénézuéliennes qui ont travaillé pour ce ministère, qui sont mis de côté, qui sont purgés, en fait, qui commencent à être vus, perçus et traités comme, en gros, les menaces de l'intérieur. En fait, en gros, ce sont ces forces qui soutiennent encore les valeurs de gauche, qui soutiennent encore les expériences autonomes et qui commencent à être expulsées de cet État chaviste gouverné par Maduro. Et donc, tout à l'heure, je crois que c'est Jean-François qui demandait où se trouve la rupture. Bon, je pense qu'on pourrait y passer longtemps à penser où se trouve précisément la rupture, comment elle s'est construite. Mais en tout cas, dans mes observations à moi, moi je pense que là, 2015, c'est une année très importante dans laquelle véritablement il y a une forte rupture entre le gouvernement Maduro et toute cette branche mouvmentiste, on va dire, du chavisme qui est mise de côté. Mais les personnes comme Richard ou mon collègue Thomas Posado, qui ont travaillé sur le syndicalisme au Venezuela et qui ont un regard plus spécifique sur les questions syndicales, peuvent voir des ruptures beaucoup plus en amont, notamment pendant le gouvernement Chavez et pendant que Chavez était vivant. Et donc, en fait, et là, sur la question du syndicat uni, justement, si je ne me trompe pas, c'est vers l'année 2006, par là, 2007, je ne sais plus, que est mise en place la Centrale Bolivariana Socialista de Trabajadores, ou la Centrale Bolivarienne Socialiste des Travailleurs. Et en gros, cette centrale vient à faire dans le monde syndical à peu près ce que le Parti Socialiste Uni de Venezuela a fait dans le monde politique, c'est-à-dire un espace qui est censé rassembler en fait les soutiens du chavisme dans une seule organisation, sauf qu'en fait, plus que rassembler, c'est plutôt homogénéiser, restreindre, coopter à des moments. Donc voilà. Et ça, c'est une démarche qui finalement vient de cette vision hégémonique, voire hégémoniste de chavisme. Parce que alors, le projet chaviste, pour le coup, ce qui est clair, c'est qu'il s'est construit sur la base d'une recherche hégémonique de pouvoir. Si ça fait des échos à des questions qu'on se pose en France, bah voilà, je pense que c'est pas anecdotique, en fait, et c'est vrai. C'est le chavisme a su, en effet, construire de l'hégémonie à partir des échéances électorales et des mobilisations électorales. C'est tout à fait vrai. Mais en se faisant, il a aussi, de différentes manières et à plusieurs reprises,
réduit la pluralité, réduit en fait finalement les voix dissidentes, voire est allé jusqu'à finalement réprimer directement ces différentes formes de dissidence. Bon, Romain, je pense qu'il est parti parce qu'il m'avait dit qu'il ne pouvait pas rester longtemps, mais en tout cas, par rapport à ce qu'il dit, Romain sur, peut-être pour en venir un peu à certaines choses pour la suite, en fait, ce qui est vrai, c'est que on a de longue date, et c'est quelque chose qu'on doit, à mon avis, c'est quelque chose à laquelle on doit faire face. On a de longue date, du coup, des récits, effectivement, non pas seulement de répression, mais en fait, de torture, en fait, d'emprisonnement, de procès, des civils qui se font juger dans des procès militaires, des personnes qui disparaissent, en fait, y compris, et ça c'est important, en fait, y compris dans les populations et dans les organisations qui ont soutenu le chavisme. On a des disparus dans les populations indigènes ou autochtones, on a des disparus dans les historiques de la gauche vénézuélienne, y compris des anciens guerrilleros, en fait, qui ont été, du coup, des organisations qui ont été finalement à la base, en fait, finalement, de la construction des gauches au Venezuela, et des anciens guerrilleros aussi disparus sous les gouvernements Chavez. En fait, vous voyez, en fait, c'est véritablement, je veux dire, ça va loin de l'anecdotique. Ce sont des phénomènes qui, malheureusement, sont finalement systémiques. Et du coup, la discussion sur qu'est-ce qu'il y a dans le gouvernement Maduro qui vient du chavisme et qu'est-ce qu'il y a de spécifique au Maduro, en fait, il y a une question effectivement de gradation, il y a une question de différenciation, mais toutefois, on ne va pas pouvoir non plus faire une rupture complètement, il n'y a pas non plus une coupure nette entre l'un ou l'autre. Par contre, je suis très d'accord avec ce que Richard disait aussi sur la question électorale. Et je reviens à cet enjeu parce que c'est aussi un peu la source des discussions qu'on a aujourd'hui. C'est que, en fait, Chavez, effectivement, a historiquement accepté ces défaites électorales. Il les a dénigrées, il a dénigré ses opposants, il les a insultés quand ils ont gagné, etc. Ce n'est pas particulièrement un beau comportement, mais il les a historiquement acceptés. Par contre, en acceptant ces défaites électorales, donc notamment au moment de la réforme, donc en 2007, de la nouvelle réforme constitutionnelle, Chavez a aussi été quelqu'un qui a construit des stratégies pour contourner les limites et les défaites électorales. Et donc concrètement, à la suite de la réforme qui a été donc mise de côté, il n'a pas cherché à remettre toute la discussion de la réforme constitutionnelle en place, c'est pas vrai. Mais l'année suivante, il a mobilisé un autre outil constitutionnel qu'on appelle l'enmienda, donc l'amendement, pour modifier la Constitution spécifiquement sur la question de la réélection, qui est devenue du coup, après cette enmienda, du coup, l'élection au Venezuela, la réélection, pardon, elle n'a pas de limite, en fait. Donc, on peut être élu à vitam aeternam, bon, voilà. Et donc, là, à nouveau, on est en 2006-2007, donc on est loin encore des beaucoup de discussions sur les sanctions et compagnie. Et on a un gouvernement Chavez qui, par la recherche d'hégémonie, commence à mettre en place des stratégies qui sont soit légales, mais que l'on pourrait discuter sur la capacité finalement de ce gouvernement à accepter la pluralité, et accepter des défaites électorales, etc. Bon, mais ça serait long à discuter. Et du coup, pour en venir aux options politiques qui existent aujourd'hui, ce qui en partie, j'espère, répondra aussi aux discussions, aux questions sur Maria socialiste et tout ça. Alors, quand j'étais au Venezuela, et pile avant les élections, en fait, j'ai participé du coup à quelques réunions unitaires qui étaient organisées donc par notamment des personnes qui se réclament de chavisme, qui ont travaillé dans les administrations publiques de chavisme, voire qui ont été des chercheurs, qui ont accompagné
la mise en place de certaines politiques publiques participatives ou qui ont accompagné, par exemple, la réforme de la police qui a voulu se mettre en place pendant aussi les années 2010, etc. Bon, bref, ces personnes, du coup, qui sont des chavistes, ces réclament chavistes, mais qui sont des dissidences de gouvernement, ont appelé donc à ces réunions unitaires. Réunions unitaires auxquelles étaient invités donc des forces syndicales, donc par exemple les membres du Comité national des conflits ou Comité national des conflits, voilà. Et à lesquels étaient appelés aussi des partis politiques qui ont voilà, des relations différenciées avec le chavisme selon les périodes. Donc, le Parti Maria Socialiste était là. Et le Parti communiste, c'est lui qui, l'historique, c'est lui qui n'est pas intervenu, était présent. Le Parti Socialisme et Liberté était là. Alors, au milieu de tout ça, ça veut dire que vous avez des personnes qui se réclament encore du chavisme et qui prennent appui sur la position et sur les valeurs qu'ils défendent comme des valeurs chavistes pour comment dire, pour aller à l'encontre, en fait, ou pour être des dissidents, pour être opposants à Maduro. Mais vous avez aussi des forces politiques qui n'ont jamais été en lien avec le chavisme et qui aujourd'hui sont en tension forte avec les anciens chavistes, puisque d'une certaine manière, c'est en fait pour eux le moment de, vous savez l'expression en anglais, I told you so, donc je vous avais dit. Bref, c'est un peu ce moment-là où ils sont en train de reprocher aux anciens chavistes d'avoir participé finalement à cet espace gouvernemental qui pour eux était critiquable depuis ses débuts. Bon, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait vous avez quand même une difficulté dans les démarches unitaires qui se place notamment sur le fait de la capacité des personnes qui ont participé au chavisme et celles qui n'ont jamais participé au chavisme de travailler ensemble. C'est pas évident. Mais pourtant, certaines initiatives, certaines dynamiques se mettent en place, notamment à la suite ou après l'élection présidentielle, et notamment parce que là, deux choses réunissent ces forces-là. Premièrement, le rejet contre cette fraude électorale qui est assez claire et évidente. Et je rappelle une chose importante. Aujourd'hui, on a des résultats généraux de l'élection présidentielle. Le tribunal suprême de justice vénézuélien a soi-disant fait un audit de ces élections, mais sans jamais appeler des acteurs externes, les partis politiques, en fait, des observateurs externes. Voilà, c'est le tribunal suprême de justice, lui tout seul, et a de ce fait ôté les capacités du Conseil national électoral, qui est le pouvoir électoral. En fait, il faut savoir, au Venezuela, il y a 5 pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, mais aussi citoyen et électoral. Et du coup, le tribunal suprême, le pouvoir judiciaire est en train de ôter les pouvoirs, le pouvoir, en fait, et les prérogatives de pouvoir électoral. Donc, on a eu des résultats généraux, un audit sur lequel on n'a pas de détails, mais surtout, on ne peut que croire à ces résultats parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de détails, bureau par bureau, ville par ville, région par région, État par État, en fait, État fédéré par État fédéré, que dalle. On n'a rien. Donc, on ne peut que croire à des grands chiffres et à la bonne honnêteté, en fait, de ce tribunal suprême de justice, dont la présidente est une militante du Parti socialiste uni du Venezuela. Donc, bon, ouais. Là, le mélange de genre est assez évident. Bref, du coup, ces oppositions de gauche se réunissent donc contre cette fraude parce qu'elle paraît très claire et elle se voit de toute évidence sur les aspects techniques et sur les aspects politiques, mais elle se réunit aussi et surtout contre la répression. Et c'est là où, en fait, où je pense que ce que disait Romain tout à l'heure, et c'est finalement l'appel qui nous réunit ici, mais c'est ce qui a aussi, de certaine manière, permis la construction de cet appel unitaire avec les différentes organisations de gauche en France, c'est que, en fait, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel après les élections du 28 juillet. Et c'est la mobilisation du 29 juillet. Tout à l'heure, il y avait une question sur la possibilité de manifestations aussi larges qu'on a pu voir effectivement en Tunisie
en Biélorussie, etc. Et le fait est qu'elles ont eu lieu. C'est ça l'enjeu. Cette mobilisation a eu lieu. La nuit de 28 au 29, vous avez déjà partout, en fait, mais vraiment partout dans le pays, des mobilisations pour faire en sorte que les bureaux de vote ferment à l'heure, pour qu'on puisse dépouiller, que le dépouillement se fasse en fait de manière plurielle, pour obtenir, en fait, même en les arrachant, les fameux procès-verbaux qui, en fait, après, petit à petit, ont été réunis sur un site internet par l'opposition traditionnelle, par, bon, bref, tous ces personnes de quotidien qui ont participé, en fait, au recueil de ces procès-verbaux à échelle locale et à échelle nationale. Mais surtout, le 29, et c'est ça en fait, c'est allé tellement vite, en fait, et la répression allait tellement vite que j'ai l'impression qu'on ne prend pas la mesure de ce qui s'est passé. Le 29, en fait, c'est une journée de mobilisation telle, en fait, à échelle nationale. En fait, moi, je suis partie le 30 juillet. En principe, j'étais censée, en fait, bon, bref, comme une personne, je veux dire, qui aime sa famille et ses amis, j'espérais les élections le 28, je partais le 30 et le 29, j'espérais voir des amis, j'espérais dire au revoir à mon père, voilà, et pouvoir partir le lendemain. Le 29 juillet, il n'était pas possible, en fait, de rejoindre qui que ce soit. La ville était coupée de partout. En fait, il y avait la ville était coupée de partout du fait des manifestations, du fait de coupures de routes comme les piqueteros sont faites en Argentine, en fait, du fait des pneus brûlés de partout. Et les concerts de casseroles s'entendaient partout dans la ville. Moi qui ai des amis proches dans des quartiers populaires qui par ailleurs ont fait campagne pour Maduro, c'est eux-mêmes qui m'ont envoyé des vidéos, des concerts de casseroles et des manifestations dans leur quartier. Donc, c'est pas que la ville était coupée, la ville de Caracas était coupée juste dans les beaux quartiers ou au centre-ville, c'est que même dans les quartiers, dans les collines, en fait, il y avait des mobilisations. Des grosses mobilisations ont eu lieu et elles ont été réprimées dès le lendemain. En fait, dès le lendemain, on commence à avoir des opératifs policiers qui commencent à rentrer dans les quartiers pour chercher les assesseurs des bureaux de vote, pour chercher les militants des gauches dissidentes, pour chercher parfois tout simplement des personnes qui ont été vues dans les manifestations parce que les gens prennent des vidéos, parce que les gens prennent des photos et qui sont identifiés en fait par les forces de l'ordre, parce qu'il faut imaginer aussi ça. Qui sont les forces de l'ordre au Venezuela? Ce sont des personnes qui sont issues des mêmes quartiers dont les manifestations sont sorties. Donc, en fait, finalement, les forces de l'ordre, qui vont-ils chercher? Finalement, leurs voisins et voisines qu'ils connaissent, qu'ils reconnaissent. Et plus loin, le gouvernement Maduro a appelé à la délation. Et en fait, si vous voulez, mis à part des chaînes WhatsApp et Telegram dans lesquelles on s'est passé des informations sur qui a été dans telle ou telle manifestation, c'est qu'il y a une application lancée par le gouvernement, ça s'appelle Venezuela App, VenApp, qui est censée être une application de participation citoyenne, de rapprochement des citoyens du gouvernement pour faire appel en fait à des interventions quand il y a des problèmes dans la voirie ou autre. En fait, dans cette application, le gouvernement a mis en place un onglet délation, littéralement, pour que les gens, en fait, dénoncent, mettent des photos, etc., et dénoncent, en fait, les voisins et voisines qui ont participé dans ces manifestations. Et il ne faut pas imaginer que les gens vont faire, en fait, les populations vont faire de la délation joyeusement ou par principe. Il faut juste imaginer qu'il y a un ensemble de contraintes sociales et politiques à échelle locale qui peuvent amener aussi les populations à répondre à cet appel à la délation. Bref. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire et peut-être que je m'étale un peu, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ce qui réunit aujourd'hui finalement les forces des gauches dissidentes au Venezuela, qu'elles aient été proches ou pas du chavisme, ce sont donc ces deux piliers. C'est d'une part la défense de la démocratie, et c'est pour ça que, par exemple, le Front démocratique populaire, le FREDEPO, est né, avec ce mot démocratie avant populaire, puisque finalement, ce sont des personnes qui ont historiquement appelé et construit en fait le pouvoir populaire, mais qui aujourd'hui sont face à un danger extrêmement important.
c'est celui de la perte de la démocratie, qui serait du coup la perte de toute capacité à exister politiquement. Et donc, en fait, ce front démocratique et populaire se met en place, notamment avec des chavistes ou anciens chavistes et dissidents, en fait, finalement, de ce côté-là, et qui s'organisent, en fait, entre autres, pour mettre en place, en fait, des démarches institutionnelles auprès des institutions vénézuéliennes pour essayer, mal que bien, bref, de faire appel aux institutions pour pousser finalement les institutions à reconnaître en fait la fraude, même s'ils savent très bien que ça va pas arriver, mais en tout cas, ils s'organisent dans ces démarches, disons, institutionnelles, mais aussi dans une démarche, on va dire, plus autonome et d'autodéfense, dans laquelle il s'agit notamment d'accompagner finalement les familles qui ont des gens en prison, que ce soit des prisonniers en fait connus ou peu connus, mais en fait ils sont tous conçus finalement comme des prisonniers politiques. Et ce FREDEPO accompagne finalement ces familles en fait dans la défense en fait de ces prisonniers. À côté de FREDEPO, on a une autre force qui est une force très large, très plurielle, un peu moins organique, on va dire, mais qui existe quand même depuis quelques années, qui est le Comité de défense de la Constitution. Le Comité de défense de la Constitution. Ce Comité de défense de la Constitution réunit des militants, des intellectuels, des académies, des gens du monde académique, des gens du monde militant, en fait, des figures publiques, des anciens ministres, etc., etc. Et pareil, accompagne aussi notamment les démarches institutionnelles et surtout, puisque dans ce comité, il y a aussi pas mal de personnes finalement à l'étranger, c'est aussi un des points d'appui pour essayer de faire arriver du coup le message des organisations à échelle vénézuélienne, à échelle internationale. Et après, vous avez le Comité national des conflits de la Centrale des Trabajadores, des travailleurs et ah là là, j'oublie le dernier mot qui m'échappe. Bon, bref. Vous avez ce Comité national des conflits qui est du coup notamment issu des réseaux syndicaux, mais qui est aussi en lien avec des partis, en fait, des gauches historiquement dissidentes de chavisme et qui, bon, ça fait des longues années, en fait, finalement, qui se mobilisent par rapport aux questions de répression politique et qui, aujourd'hui, bah, sont à nouveau très actifs et dont, d'ailleurs, un précor, s'ils ne me trompe pas, a fait la traduction d'un de ces communiqués. Alors, là, je vous donne une vision un peu schématique. En fait, vous avez aussi des mobilisations autres, écologiques, écoféministes, campesinas, donc paysannes, etc. En fait, vous avez vraiment un large spectre en fait, de mobilisation de gauche et dissidente au Venezuela. Et en fait, aujourd'hui, finalement, ce que tous ces acteurs disent, en fait, ou en tout cas ce qui me semble pouvoir apporter du coup de mes échanges avec différents réseaux d'acteurs des gauches au Venezuela aujourd'hui, ici et entre nous, c'est le besoin de ces soutiens internationaux. C'est le besoin structurel de cette solidarité internationale qui, bon, effectivement, c'est une question évidemment en construction. C'est à nous aussi finalement de penser à est-ce qu'on peut mettre en place, mais en tout cas, il y a clairement un appel à la reconnaissance des luttes politiques de ces gauches au Venezuela, puisqu'on le sait bien, et Romain le disait tout à l'heure, elles ne sont pas toujours été historiquement reconnues. On n'a pas toujours eu de la clarté sur le pourquoi on commence à voir des dissidences de gauche au Venezuela, voire une reconnaissance aussi au caractère politique, en fait, finalement, de la répression du gouvernement Maduro et du coup au caractère, comment dire, au besoin d'un soutien politique contre cette répression et dans les capacités finalement d'organisation au sein d'un contexte extrêmement difficile et de plus en plus autoritaire, voire complètement consolidé en termes autoritaires. Donc, une reconnaissance politique qui passe du coup par ce qu'on a fait, un premier communiqué unitaire, mais aussi par la traduction de leurs textes, par la mise en circulation, par ces discussions qu'on a aujourd'hui. Ensuite, il me semble que dans cette reconnaissance politique, il peut y avoir, dans cette demande de reconnaissance politique et de soutien, il peut y avoir aussi une deuxième étape qui serait celle de faire en sorte que des camarades
de Venezuela puissent sortir et venir, et en fait, venir en France, venir en Europe, et rapporter en fait cette parole concrète, de vécu concret sur place, pour justement mettre en discussion finalement ces batailles, et montrer concrètement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait pour se battre contre ce gouvernement autoritaire. Et troisième étape, et je pense que là, c'est surtout vous, dont nombreux ont participé à différentes brigades internationalistes à différents moments de l'histoire de l'Amérique latine, mais aussi d'autres pays. Il y a des besoins de soutien, on va dire, logistique, concret, qui sont très matériels, qui vont de besoins de soutien économique pour justement accompagner les démarches d'accompagnement justement des prisonniers politiques, mais qui passe aussi par un ensemble de choses très logistiques comme, bon bref, ça a été déjà résolu, mais il y a quelques semaines, on m'avait demandé l'achat d'un téléphone qui ait accès à Internet et à des réseaux sociaux, pour que depuis un téléphone, du coup, en France, ils puissent, eux, gérer des réseaux sociaux et mettre en ligne des communiqués et compagnie, en évitant que ça passe par des téléphones au Venezuela qui pourraient être surveillés par les gens au pouvoir. Et donc, en fait, ça veut dire acheter un téléphone, maintenir une ligne active. Et en fait, vous voyez, en fait, je vous donne cet exemple, mais c'est pour vous dire que là, on touche à des choses qui vont de la mobilisation politique et symbolique et solidaire à échelle internationale, jusqu'à la mobilisation très concrète et pratico-pratique de comment on accompagne, quels sont leurs besoins aujourd'hui techniques, pour mettre en place finalement les choses aussi simples que celle de mettre en place un Zoom comme aujourd'hui, pour pouvoir discuter publiquement sans se faire croiser parce qu'il serait suivi par les données, par le numérique, par ce gouvernement qui utilise ces moyens régulièrement. Et du coup, et là je vais finir cette longuissime réponse, pour dire que du coup, à la suite de l'appel unitaire qui a été signé donc par Ensemble et autres organisations cet été, l'objectif du coup, c'est de mettre en place un espace, en fait, un collectif de solidarité internationale, internationaliste avec le Venezuela, auquel évidemment auquel on invite évidemment Ensemble, et plus qu'invité, en fait, pour moi, Ensemble, c'est une des composantes structurantes, en fait, justement, de ces comités. Et dans cet objectif-là, on espère avoir une première réunion, ou en tout cas appeler à une première réunion avec les différentes organisations qui ont signé le communiqué le 7 octobre. On va appeler donc à cette réunion en interne avec ces organisations le 7 octobre, avec qui, du coup, on espère en tout cas avoir déjà une première discussion pour voir concrètement comment on s'organise ensemble pour mettre en place du coup ce collectif de solidarité, et en espérant lancer du coup une réunion publique, imaginons-le à la fin octobre, début novembre, dans un espace comme la Bourse au Travail ou un espace comme ça. On pourrait avoir une première réunion publique de ce collectif de solidarité sur ce qui se passe au Venezuela, et envisager du coup les suites en termes de solidarité plus concrètement. Et bon, voilà, non, avec ça, je pense que j'ai déjà couvert ce que je pouvais couvrir. Merci. Merci Yolette, tu as plus que couvert ce qu'on t'avait demandé, surtout ouvert des perspectives pour la suite. Donc, moi, je pense qu'on on en est tous convaincus, hein, on a ce capital de départ de l'appel unitaire, qui est quand même ce qu'on a fait de plus large dernièrement en solidarité internationaliste, et que c'est très bien d'avoir une réunion assez rapidement, début octobre, avant que tout ça retombe et qu'on soit dans la rentrée, dans la problématique interno-interne française et autres, pour essayer de structurer un petit peu les choses. C'est vrai que sur l'Ukraine, on a un petit peu fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'on a un collectif qui est rattaché à un réseau européen de solidarité qui rassemble des organisations qui avaient signé au départ, non pas un appel comme celui qu'on avait fait ici, mais des points d'accord, une espèce de charte. Là, pour le coup, cette charte, elle existe déjà, hein. C'est ce premier appel où on actait à la fois la solidarité pour la lutte pour la démocratie et contre la répression.
Donc voilà, donc moi je pense que c'est qu'évidemment Ensemble va s'engager à être partie prenante de ça et que évidemment nous sommes également ouverts en attendant d'avoir cette structure plus large de solidarité à des demandes concrètes, hein. Donc ça, enfin, moi je l'entends, on l'a connu pour d'autres pays, hein. Pour te donner un exemple pour l'Ukraine, en une semaine, on a ramassé de quoi payer un gilet pare-balles à une soldate avec qui nous étions en contact. Voilà. C'était tout bête, c'était une demande urgente. Cette fille se battait parce qu'en Ukraine, les gens se payent eux-mêmes, à part les officiers et les uniformes, pour aller se battre sur le front. C'est une camarade qui est dans le Donbass, sur le front du Donbass. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça sur lesquelles il ne faut pas hésiter, en dehors de ces structures unitaires, de faire appel aux uns et aux autres. Henri, tu veux peut-être ouvre ton micro, Henri. Sinon, on ne t'entend pas. Voilà. Oui, non, c'est très très bien ce que nous vient de nous proposer Yoletti. Il y a une limite de ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant. Il y a eu un appel politique. Si on veut, si vous souhaitez, et je pense que vous avez complètement raison, enfin nous avons complètement raison d'essayer de mettre un comité de soutien, il faudrait élargir ça aux forces syndicales et associatives, hein. Ça veut dire en gros les grands syndicats, CGT, Solidaire. FSU, les Solidaires, et la Ligue des droits de l'homme, Attaque et autres. Parce que sur le plan politique, je crains que ça ne soit pas suffisant. Donc, de toute façon, en plus, c'est juste d'essayer de le faire. Donc, ma suggestion, c'est que ce soit ouvert beaucoup plus largement. C'est tout. Armand, Oui, on peut encore poser quelques questions à Yoletti ou pas? une toute dernière, si tu veux, parce que là, on essaye D'accord, un petit peu d'avancer vers la conclusion et vers la d'accord, d'accord. Non, conclusion. non, mais je comprends bien que là, on est tourné vers les tâches et que c'est très intéressant. Mais moi, je voulais juste dire que justement, par rapport aux tâches, y compris si on veut créer un comité de soutien élargir et tout, je pense qu'il y a quand même une question qu'il faudrait aborder un peu, ou en tout cas se donner les moyens de l'aborder ultérieurement, c'est comment fonctionne le campisme quand même sur la question du Venezuela. Parce que c'est une question clé, en particulier au niveau syndical, etc. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui me fascine quand même, c'est effectivement, je crois que Stéphane l'a un peu évoqué, et Mariana, la rapidité avec laquelle se cristallise une bureaucratie, hein, et la rapidité avec laquelle elle vire sur la dictature, quoi. Mais c'est une bureaucratie particulière, et en particulier, c'est une bureaucratie qui s'appuie sur une base sociale. Il y a encore une base sociale du madourisme. Faut pas... Donc, est-ce que tu peux en dire deux mots? Et surtout, c'est une bureaucratie sur une base sociale, y compris qui fonctionne dans le cadre, effectivement, du campisme. C'est-à-dire qu'effectivement, le discours Maduro, bon, le discours anti-impérialiste contre les USA, il fonctionne à fond, à fond, à fond, à fond. Donc, est-ce que tu peux nous dire deux mots de ça, comment ça fonctionne là-bas, en Amérique latine, et par ailleurs, euh, euh, la dissidence qu'il y a eu, enfin en tout cas les prises de position, pas les dissidences, les prises de position qui ont été positives du Mexique, du Brésil, de la Colombie là-dessus, où ça naît, qu'est-ce que ça a pu produire ou pas produire, les limites. Voilà. Et puis un tout dernier truc, c'est quel est le rôle de l'Église, parce que je crois que l'Église, elle est partout. Voilà. Donc, une dernière réponse de Yoletti avant de concrétiser un petit peu nos engagements. Désolé Yoletti, hein, Armand s'est réveillé un peu tard aujourd'hui. Non, non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Armand. Et de toute façon, Armand pose toujours de bonnes questions. Ouais. Du coup, non, mais de toute façon, en vrai, évidemment, tu as raison, Armand. La mise en place de ce collectif. Bon, déjà, juste avant ça, Henri, oui, merci, et Ouais. je suis d'accord avec toi. Oui, Et absolument. en plus, c'est quelque chose dont on avait déjà un peu discuté. Oui. Mais bon, bref, on s'est pas trop développé là-dessus. Mais par exemple, avec Attaque, moi, j'avais déjà discuté un petit peu, et notamment parce qu'Attaque est déjà en lien avec un réseau, en fait, bon, bref, des luttes écologistes en Amérique latine, dont fait partie une organisation au Venezuela, donc que je connais. Et donc, bref, en gros, par ce biais-là, il y a eu déjà un peu cette discussion, mais juste pour dire que je suis d'accord et il faudra développer ça. Et Romain, qui est là, qui était là, bah, c'est aussi notre collègue CGT, donc je pense qu'on aura aussi des possibilités là-dessus. Et donc, en effet, pour construire tout ça, il faut clarifier les questions de campisme. Et en fait,
Euh, alors, bon, je ne peux pas clarifier ça en 5 minutes. Ce que je peux dire, c'est que, en effet, le gouvernement Maduro se donne encore les moyens d'être visible, apprécié, voilà, par une certaine gauche ou par certaines gauches à l'échelle internationale. Et en fait, il a plus les capacités justement d'être en lien avec des gauches à l'échelle internationale qu'avec une quelconque gauche au Venezuela, parce qu'effectivement, en fait, désormais, c'est notamment aussi ces gauches-là qu'il réprime. Justement, quand j'étais au Venezuela, quand j'étais surtout sur le chemin de retour du Venezuela, il y avait les observateurs internationaux invités par le gouvernement Maduro dans le même avion dans lequel je faisais mon retour. Et en fait, c'était une expérience extrêmement curieuse, puisque moi, j'étais partie à l'aéroport très, très tôt, puisqu'il y avait des questions de sécurité qui se posaient. Et en fait, il y avait peut-être une difficulté à vraiment pouvoir même rejoindre l'aéroport à temps pour prendre mon vol. Ces observateurs étaient, eux, partis aussi au même temps que moi, comme si eux-mêmes fuyaient une certaine mobilisation populaire qui était en cours. Alors que bon, je pense qu'en tant que militant de gauche, ils étaient censés certainement être sensibles à cette mobilisation qui était en cours, en fait, au Venezuela. Moi, si vous voulez, j'aurais bien voulu rester plus longtemps, mais bon, finalement, pour différentes raisons, c'était pas possible. Bref, ils partaient tôt à l'aéroport comme moi. Plus tard, ils sont rejoints par une femme vénézuélienne qui voyage avec eux et qui leur dit, mais pourquoi vous êtes partis si tôt? Il ne se passe absolument rien, de quoi vous avez peur, etc. Et là, je suis face à un échange complètement lunaire où je vois des gauchistes européens qui finalement sont partis tôt et vite parce que leurs ambassades l'ont dit de partir, parce que clairement, il faut avoir peur du peuple vénézuélien qui se mobilise. Bon. Mais aussi face à une femme vénézuélienne qui dit à ces gens-là qu'ils ont peur d'avoir peur de la chose qu'eux-mêmes ils ont vue. Donc, en fait, malheureusement, quand on est dans le campisme, on va très loin, en fait, dans la négation, finalement, de la réalité concrète de ce qui se passe. Et pour aller au-delà de l'anecdote, voilà, bah, c'est même Mariana qui m'a transmis justement les communiqués de De la la coupe, coupe. En fait. de la Voilà. coupe de Bref, Catalogne, oui. voilà. Donc, en fait, en gros, oui, on a une bataille, en fait, on a une bataille à mener. Et pour moi, cette bataille, elle ne peut être menée que justement par le biais de cette solidarité dans laquelle on essaye de faire en sorte que les paroles et les témoignages de nos camarades de Venezuela sortent, qu'ils soient traduits, qu'ils soient discutés, justement que ces communiqués circulent comme ça a déjà été fait grâce aussi à Ensemble et à d'autres. Et ça passe aussi par des discussions qui doivent se tenir, si je parle à l'échelle française, avec des organisations voilà, qui on sait ont des limites en fait fortes vis-à-vis des questions internationales, mais desquelles finalement on ne peut pas se passer. Et donc en fait, je sais que si bah, Marianne on a déjà fait l'expérience, Richard, mais nous tous en fait, je sais qu'on a de quoi s'inquiéter des positions de l'AFI, qui est en tout cas sur la question vénézuélienne, la seule organisation qui ne s'est pas positionnée officiellement sur cette question en ces moments. Et moi, je pense important justement de faire ce lien, ou en tout cas d'essayer de le faire. Je ne sais pas quels sont les résultats que ça va donner. Personnellement, je suis censée justement avoir une réunion cette semaine avec une camarade de la FI. Bon, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, on a besoin de plusieurs points d'entrée. Pourquoi? Parce que justement, y compris pour nos camarades au Venezuela, ce sont justement ces organisations-là, dont l'AFI, qui sont connues, qui sont reconnues, qui sont visibles. Et on s'attend à leur soutien. On s'attend à que eux-mêmes se positionnent et portent cette lutte aussi. Et on est très déçus quand on voit un communiqué unitaire où il y a une dizaine d'organisations. On ne s'explique pas pourquoi l'AFI et Mélenchon, ils ne sont pas dedans. Bon, difficile à expliquer aux camarades au Venezuela tout ce que ça veut dire pour le contexte français. Mais en tout cas, là, il y a des choses, voilà, on verra ce que ça donne. On pourra peut-être se prendre des murs, j'en sais rien, mais on verra ce que ça donne. Et du coup, effectivement, ce campisme marche effectivement par le biais de l'intégralisme, mais il commence à être de moins en moins possible, en fait, de le construire, de le porter.
Parce que comme tu disais, Armand, bah voilà, Colombie, Mexique, Brésil, des pays gouvernés par les gauches en Amérique latine, reconnus et méga reconnus, et qui ne valident pas les résultats de ces élections. Ils disent pas non plus que c'est l'opposant qui a gagné, ils disent juste qu'ils ne valident pas le résultat. Ils n'ont pas le moyen de le faire et ils ne prétendent pas le faire. Et donc, en fait, c'est de plus en plus difficile de reprocher à Lula d'être un campiste. Et pourtant, le Movimiento Sin Tierras a aussi eu certaines positions. Et sur la base sociale de Maduro, et bon, on pourra en parler plus longuement, mais justement, moi, ce que je peux voir, c'est d'une part, ces bourgeois, boli-bourgeois, cette nouvelle bourgeoisie issue de cette bureaucratie, mais aussi des anciennes bourgeoisies liées économiquement à Maduro, qui votent Maduro, non pas parce que pour des convictions politiques ou démocratiques ou autres, mais parce qu'ils défendent leur position de classe. Ok, entendu, très bien, dans ce sens-là, Maduro a une base bourgeoise qui le soutient, clair et net. De l'autre côté, et c'est là où je pense que les gauches vénézuéliennes ont une marge de manœuvre et que notre soutien pourrait être utile, c'est que vous avez aussi, on a aussi une population, voilà, des classes populaires qui ont historiquement soutenu le chavisme, qui ont des positions légitimes dans leur quartier parce qu'ils ont été les relais des politiques de répartition et de redistribution, etc. Et qui aujourd'hui, pour plus qu'elles soient mécontentes de Maduro, ont peur aussi de ce qui pourrait arriver si un gouvernement de l'opposition de droite arrivait au pouvoir. Et c'est normal qu'ils aient cette peur. Cette peur, elle existe pour des raisons concrètes. Il y a une phrase qui s'est répandue pendant tout le long de cette période au Venezuela, vamos a venir a cobrar. On va venir chercher notre dû. Et donc, c'est dû, effectivement, on imagine très bien à quoi ça peut s'apparenter. On l'a déjà vu. Si le chavisme au gouvernement a réprimé l'opposition, on a vu aussi des opposants suivre et s'attaquer à des chavistes. Tout ça est un danger réel. Et il existe aussi, entre autres, par les actions autoritaires de ce gouvernement qui empêchent justement aussi certaines possibilités d'une alternance, de quelque chose qui puisse se passer dans un contexte où, en fait, aussi le gouvernement acceptait de dissidence de gauche, si les partis de gauche pouvaient donner leurs propres options, si même au sein de ce chavisme de gouvernement, on crée des alternances, que ce soit pas Maduro, mais une autre figure, etc. Si justement, depuis cet espace-là, on avait gardé des valeurs démocratiques, peut-être qu'on n'aurait pas non plus à ce point cette droite qui historiquement a été radicale, puisque depuis 2002, elle ne fait qu'aller à l'encontre de projets chavistes, mais qui a été de plus en plus poussée vers les mains de cet impérialisme états-unien qui effectivement la soutient et la défend. Et bon, malheureusement, on ne s'en sort pas trop comme ça, mais c'est une bataille qu'il va falloir mener et que je pense on ne fera pas l'économie de la démocratie tout simplement parce qu'on a peur de l'option telle qu'elle est construite dans ce contexte autoritaire. Et on a surtout le travail de défendre le fait que les conditions démocratiques arrivent pour que ce soit des gauches aussi qui puissent construire des alternatives. Et actuellement, c'est cette bataille-là, en tout cas, à laquelle, il me semble, nos camarades de Venezuela nous appellent. Bien, je crois que les camarades, il est presque 8 heures, donc on a beaucoup fait parler Yoletti, heureusement qu'elle avait sa tasse à côté d'elle. Je pense qu'on est évidemment, tu le sais, prêt sur les starting blocks pour continuer, pour préparer cette réunion du 5. Et Henri a tout à fait raison, il faut que, là c'est l'occasion, on en avait parlé d'ailleurs quand on faisait le premier appel. 7, elle a dit. 7, pardon. Excusez-moi, mélange les dates, et d'associer les organisations syndicales. Je vous rajoutais dans le chat la CFDT, la CFDT très engagée depuis de longues années. C'est un camarade qui est à la retraite maintenant, qui gérait les rapports avec le Venezuela. Moi, j'avais souvent échangé avec lui, on s'engueulait beaucoup à l'époque. Mais voilà, enfin bref, je pense qu'on peut faire quelque chose qui ressemble pratiquement à l'intersyndical en termes de soutien. Il n'y aura pas FO comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est les forces obscures du POI. Mais bon, essayer de construire cette réunion unitaire la plus large possible pour continuer le travail. Et voilà, et nous, on reste en contact. On a la chance d'avoir Yoletti près de nous. Donc, on prête aussi, je pense, à continuer à avoir des échanges avec nous et à discuter.
Et voilà. Et on se donne rendez-vous très très vite pour préparer le 7, pour préparer un meeting unitaire. Et en sachant, Yoletti, là que tu avais une série de camarades de province qui pourront, ça c'est notre force, comme des camarades du NPA et d'autres organisations, des différentes organisations signataires, relayer des choses en province si on arrive à relancer quelque chose qui ressemble à une suite à l'appel national. Donc merci beaucoup Yoletti pour le temps que tu nous as Merci à toutes et consacré, tous. pour Merci les sincèrement. explications que tu nous as données. Et puis à très bientôt les camarades pour continuer sur ce front-là. Bonne soirée à tout le monde. Merci, merci. À Salut. bientôt. Ciao, ciao.